Bonjour madame. Très bien. Alors, tac. Alors, 25 francs s'il vous plaît. Mais monsieur, je n'ai pas de francs. Qu'est-ce que tu fais? On est en 2023. Il n'y a plus de francs, il n'y a plus de VHS. Bienvenue chez JM Vidéo. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club, dans un Vidéo Club, l'un des derniers survivants de France, donc dans ce fameux Vidéo Club JM Vidéo qui se trouve donc sur Paris. Et je suis accompagné donc de Jonathan ici et de Nino, voilà les deux vendeurs qui donc œuvrent dans ce Vidéo Club pour pouvoir le faire vivre. Donc on peut trouver de la location évidemment ainsi que de la vente, hein. On peut faire ce que l'on veut, c'est quand même assez magnifique. Et puis vous connaissez aussi ce Vidéo Club à travers effectivement les fameuses vidéos de Combini où des réalisateurs ou acteurs peuvent rentrer dans ce Vidéo Club et montrer leurs influences à travers tous ces films qui se trouvent ici. C'est vraiment impressionnant, donc je suis extrêmement heureux d'être avec vous deux et je vous remercie encore une fois de votre accueil, votre disponibilité, et ça c'est quand même pas rien, donc je suis vraiment très ému finalement d'être ici. Depuis quand le Vidéo Club existe-t-il? Alors le Vidéo Club, il existe depuis 1982. C'était un des tout premiers Vidéo Clubs. Et c'était un des derniers du coup. A-t-il évolué au niveau de sa superficie? Non, ça a toujours été cette boutique-là. Alors au début, il y avait une autre boutique dans un quartier d'affaires, je sais plus lequel, mais ça a fermé depuis. Mais cette boutique a toujours été à cet endroit-là. Toujours cette superficie, voilà, là, ça n'a pas bougé. Combien y a-t-il de films répertoriés? Alors on a arrêté de compter, mais il y en aurait entre 70 000 et 80 000, sachant qu'on a aussi un gros stock au sous-sol. Donc voilà, c'est une fourchette à 10 000 près, quoi. Quel est le film qui se loue le plus? Ça dépend des années. Après, il y a des classiques qu'on loue régulièrement, très souvent. Reconnu pour un massacre, par exemple, ça se vend et ça se loue très souvent. Jarmusch, Woody Allen, il y a des réalisateurs qui se louent vraiment régulièrement. Quel type de support physique avez-vous dans ce Vidéo Club? Alors bien sûr, au début il y avait de la VHS, on n'a plus de VHS, par contre on a un local à côté qui est rempli de VHS parce qu'il y a quand même de la demande. Il y a des gens qui viennent demander des films en VHS, qui veulent de la VHS, parce qu'ils peuvent trouver des films qui sont jamais sortis en DVD ensuite ou en Blu-ray. Mais en location et en vente ici, on a du DVD, du Blu-ray, même du Blu-ray 4K, du Blu-ray 3D, pas de laserdisc. Je crois qu'on n'en a jamais eu du laserdisc. Je sais même pas si ça a déjà été mis en location ou pas quelque part. Mais voilà, c'est DVD, Blu-ray globalement. Quel est votre système de location? Donc on propose le système de location, on propose plusieurs forfaits par carte. Donc c'est des forfaits de cartes prépayées, 10 films, 20 films, 40 films, 60 films. Une carte 10 films par exemple, ça veut dire que vous payez d'un seul coup 10 locations d'avance pour 35 €, mais le film vous revient à 3,50 € au lieu de 4,30 € pour le film à l'unité. Parce qu'on peut aussi faire de la location à l'unité, donc 4,30 €. Pour les délais de retour, si c'est pas une nouveauté, vous pouvez demander à garder le film plus longtemps que les 24 heures de base. Par contre, si c'est une nouveauté, c'est jusqu'au lendemain, jusqu'à l'heure de la fermeture, donc 21 h. C'est des petits forfaits par carte. Voilà. Après, les gens peuvent aussi acheter, on fait location et vente, on fait les deux. Comment est né le concept avec Combini? Donc Combini, c'est eux qui sont venus nous voir il y a combien de temps? Il y a peut-être 5 ans, peut-être 5 ans, et qui nous ont proposé ce concept. Alors au début, je crois que les premiers c'était Jacques Audiard ou Gaspard Noé ou Quentin Dupieux, c'était les tout premiers. Et donc c'est eux qui sont venus nous voir, nous proposer ce concept, donc qui a fait son chemin depuis, qui maintenant cartonne. Et c'est eux à chaque fois qui nous proposent, on peut faire venir un tel ou tel jour, est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, nous on dit oui. Nice to meet. Pleasure. Nice to meet. How are you? So, the last video store, is that where we are? Yeah, one of the best in Paris. Oh man. Le temps du tournage, on bloque, on privatise, on ferme la boutique, donc ça dure 1 heure, 2 heures. Et c'est privé, hein, du coup on n'est pas censé communiquer là-dessus. Y a-t-il des personnalités publiques qui viennent ici? Oui, on a dans la clientèle, on a beaucoup de gens du cinéma, des acteurs, des réalisateurs, techniciens. Même parfois, on a des célébrités qui rentrent juste pour acheter un film ou demander quelque chose. On a eu Karine Viard, on a eu Mathieu Amalric,
Alain Chabat est déjà passé en tant que client. Il a fait sa vidéo Combini et quelques semaines après, il est passé vraiment juste pour acheter des choses. On a eu Jean-Luc Bidot. Ouais, on a eu. Comment dire? On a vraiment beaucoup de visages connus du cinéma français parmi les clients. On remarque qu'il y a un système de location, mais également d'achat. Oui, en fait, tout est à louer, tout est à vendre. On laisse le choix aux gens. Ça peut être parce qu'on a beaucoup aussi de gens qui sont de passage, qui sont là en touriste ou qui habitent pas le quartier, donc ils peuvent pas forcément louer. Donc à partir de ce moment, ils peuvent acheter. Voilà. On propose les deux et c'est vrai que de nos jours, le chiffre d'affaires c'est moitié location, moitié vente. Donc on a besoin de la vente pour vivre quand même. D'accord. Après derrière vous, ça c'est les films qu'on a en promotion. C'est les films pas chers, voilà 4 pour 10 €. C'est du déstock, c'est des films qu'on a en plein d'exemplaires qui sont pas rares, donc on essaie un peu de déstocker. Mais c'est que des films qu'on a aussi en location, ceci dit. Alors une fois qu'un film se vend, est-ce que tu le rachètes derrière pour le reproposer? Alors ouais, si on vend un classique qu'on avait en location, on doit le racheter derrière pour le remettre en location. Ça c'est un truc qu'on essaie de faire de façon très régulière et assidue parce qu'il faut qu'on ait quand même un bon stock location et notamment les films cultes, les classiques. Si on vend un Kubrick, il faut vraiment qu'on le récupère derrière pour le remettre vite en location. Alors ça c'est un documentaire sur la VHS qui est sorti il y a pas longtemps en DVD. Réalisé par un cinéphile et avec des intervenants très connus dans la cinéphilie. Il y a Nicolas Boukrieff, Alain Charlot, Jean-François Davy, Rafik Djoumi, Christophe Lemaire, Jean-François Roger, Nicolas Sada, Caroline Vier. Enfin voilà, il y a un bon casting de cinéphiles qui vont parler donc de la VHS, de la génération vidéoclub, de ce que devient la cassette. Voilà, c'est très intéressant. Et je suis dedans aussi. On est dedans. Voilà, on est représenté JM Vidéo là-dedans. Y a-t-il un coin interdit aux moins de 18 ans? Plus maintenant. En fait, avant, on avait bien sûr le rideau rouge au fond, le grand classique des vidéoclubs, le coin des films coquins, caché par un rideau rouge. Ensuite, ça a disparu. Ensuite, on a juste proposé les jaquettes des films porno dans un espèce de petit cahier que le client pouvait choisir. Ça, on a laissé tomber aussi parce qu'il y a de moins en moins de clients pour ça en fait. Et maintenant, il n'y a quasiment plus aucun client. Voilà. À une époque, on en avait encore un par semaine. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Au besoin, si vraiment un client veut ça spécifiquement, on a quand même un tiroir avec des films porno qu'on lui propose. Voilà, il choisit. Mais on les met plus en exposition. Que penses-tu des plateformes de streaming? C'est vrai que ça nous aide pas forcément, mais après, beaucoup de clients qui sont chez nous ont Netflix, Prime Video et compagnie, mais ils viennent quand même ici pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas sur ces plateformes de streaming. Parce que tout ça c'est bien, Amazon et compagnie c'est bien, mais dès qu'on cherche un vieux film, il y a plus trop le choix. Donc en fait, voilà, les gens viennent ici pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas sur les plateformes de streaming. Et moi-même j'ai Netflix et j'ai Prime Video, mais il n'y a pas forcément. On a vite fait le tour de ces plateformes en fait. Netflix, on a vraiment vite fait le tour et si on veut vraiment creuser le cinéma ou voir même juste des classiques, c'est quand même mieux de venir ici. Et puis ici on a l'objet, on a la jaquette, le boîtier, on a le résumé, on a les gens qui peuvent discuter de cinéma entre eux, on a le gars qui va conseiller des films, voilà. C'est quand même plus humain que de cliquer sur un bouton pour voir un film dont on aura oublié le titre dans 2 semaines. As-tu vu tous les films du Vidéoclub? Alors non, c'est absolument impossible de tout voir. J'essaie d'en voir un maximum autant que je peux. Mais non, il faut plusieurs vies pour voir tout ce qu'on a ici. C'est impossible de voir tous les films qui sortent. Quel est le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'est une comédie italienne, un film à sketch de Dino Risi notamment, avec Nino Manfredi, Ugo Tonasi et l'autre c'est Alberto Sordi et ça s'appelle Les Complexés et c'est génial. Voilà. Vas-tu toujours au cinéma? Oui, je vais encore régulièrement au cinéma, 4-5 fois par semaine. Voilà, pour moi c'est très important, ça reste le meilleur moyen pour découvrir un film, c'est le cinéma. Vraiment on est là pour ça, on a le film devant nous et voilà,
on est en plein dedans, quoi. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma, bonjour, vous pouvez rentrer, hein, allez-y. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Acide, avec Guillaume Canet. Combien as-tu de films chez toi? Alors chez moi, j'ai une bonne collection aussi, hein. J'ai commencé vraiment adolescent. Dès que le DVD est sorti, j'en ai acheté. Je dirais 7000 ou 8000. Comment sont classés les films dans le vidéoclub? Ça, faudrait se déplacer, mais les nouveautés, par exemple, sont ici. Après, c'est classé par pays, par exemple. Là, il y a le cinéma italien. Et à l'intérieur du cinéma italien, c'est classé par réalisateur. Et les réalisateurs sont classés par ordre alphabétique. Donc, par exemple, ça commence à Antonioni et ça finit à Valerio Zurlini. Voilà. Donc on a ça pour le cinéma russe, on a tout un rayon asiatique là-bas. On a ça pour le cinéma français, le cinéma anglo-saxon, les classiques hollywoodiens. Donc voilà, c'est d'abord classé par pays ou par genre, et ensuite à l'intérieur de ces classements, c'est classé par réalisateur. On a aussi tout un rayon Blu-ray, donc les Blu-ray sont classés par ordre alphabétique. On a un rayon série télé, on a tout un rayon documentaire, ça c'est un truc assez rare. Quelle est la personnalité la plus cool? On a des clients super sympas dans les acteurs et actrices. Laure Calamy est géniale, Karine Viard aussi était super, elle venait souvent à une époque. Mathieu Amalric aussi, très sympa. Dans les invités Combini, globalement ils sont quand même tous assez sympas. Terry Gilliam était vraiment génial, il était vraiment à fond, pour lui ici c'est le paradis. Et c'est un type un peu fou qui ressemble à ses films en fait, voilà. Oui, je retiens lui, mais il y en a d'autres qui sont sympas. Je peux vous dire les moins sympas, hein, c'était Edward Norton n'était pas très cool. Et Nicolas Winding Refn aussi. Quel est le premier film que vous ayez vu au cinéma? Moi, j'en ai pas franchement de souvenirs parce que ma mère m'amenait très souvent et très régulièrement au cinéma dès mon plus jeune âge. Alors j'ai des bribes de films que j'ai vus au cinéma au début des années 90. Elle m'y a sûrement amené d'ailleurs dès la fin des années 80. Mais après j'ai des bribes de Disney, hein, du Roi Lion, des choses comme ça. Voilà, mais j'ai pas un film en particulier dont je me souvienne. Le premier film au cinéma, donc c'était forcément un dessin animé, et pour moi c'était Rox et Rookie. Voilà. Rox et Rookie, qui était d'une tristesse infinie à cette époque-là. Donc voilà, moi ça m'a vraiment marqué, ça m'a traumatisé même, j'ai envie de dire, quand j'étais vraiment petit, ce dessin animé-là. D'ailleurs, il y a certains dessins animés de Disney qui finalement, quand on les regarde maintenant, on s'imagine petit. Je trouve qu'il y a quand même un trauma qui peut être fait. Bambi, ça en a marqué. Hein, Bambi, ouais, par exemple. Rocky, c'est mon préféré. Moi, il me faisait pleurer aussi. Et même encore aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai la petite larme. Ouais, Rox et Rookie, c'est vrai que c'est. Je pense que pour beaucoup, effectivement, ça a marqué un peu les esprits, surtout enfants. Le premier film, oui, qu'on a vu vraiment dans un cinéma. T'as un souvenir précis de ça ou pas? Non. T'as pas de souvenir? Non, parce que vraiment, ma mère m'a amené voir des films. Même hors dessin animé, hein, j'ai vu des films, pas pour adultes, mais des films de grands spectacles, des blockbusters, mais j'ai pas de souvenir T'as pas de souvenir précis du premier film? Du premier film, non. Voilà. Non. Alors moi j'ai un souvenir précis, et je m'en souviens bien. C'était en 86, Top Gun. C'est mon premier film vraiment de cinéma finalement que je suis allé voir avec ma cousine. Et donc voilà, j'en ai gardé un souvenir encore qui reste ancré dans mon esprit. Voilà, c'est vraiment le premier film de cinéma que j'ai vu, c'était effectivement Top Gun. Tu te souviens du premier film que tu as acheté en support physique? En DVD, par exemple en DVD, j'ai acheté des DVD très tôt. Je me souviens de ma première édition collector. C'était Titan AE, le dessin animé. Ah oui, tout à fait. Ils avaient sorti une belle édition. Avec une espèce de boîtier comme ça, avec la jaquette un peu lenticulaire. Exactement. Voilà. Ça, c'est une de mes premières éditions collector DVD que j'ai acheté. Que je possède encore d'ailleurs. Moi aussi, je l'ai gardé. Et j'avais acheté quelques DVD auparavant, mais c'était des éditions classiques ou vendues avec des magazines, des trucs comme ça. Mais j'ai celle-là en tête. Voilà. D'accord, ok. Moi, ça devait être la VHS de Ghostbusters, tout simplement. Voilà, c'est la première VHS
VHS que je me suis offerte, si je puis dire. Bon, le film est plus ancien, mais bon, c'est dans les années 90, je m'étais acheté cette VHS en l'occurrence de Ghostbusters. Quel est le film qui vous a fait aimer le cinéma? Moi, j'ai grandi avec le cinéma américain des années 80 et début 90. Donc, c'est des films de bourrin, c'est Terminator 2, Aliens, Predator, voilà, c'est des... Oui, c'est tous les John Carpenter, McTiernan, James Cameron, voilà. Donc c'est un peu ce qui a forgé ma cinéphilie. Après, je me suis tourné vers d'autres choses, mais ça reste globalement mes films préférés. De l'époque, quoi. Voilà, c'est des films qui ont marqué, c'est des films qui ont fait ma cinéphilie, qui ont marqué ma jeunesse. Alors moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tous ces films Predator, je vais mettre Robocop dans le lot aussi, évidemment. Let the woman go, you are under arrest. Et puis aussi en 1989, je me souviens aussi parce que près de chez moi j'avais un cinéma de quartier et j'étais allé voir aussi Retour vers le futur 2 parce qu'à cette époque-là j'allais pas tant que ça au cinéma en fait, et donc Retour vers le futur 2, ouais, j'ai commencé par le 2 bizarrement, mais c'est comme ça que c'est venu, et le cadre du vieux cinéma de quartier, tu sais, avec les balcons et tout, les rideaux qui tombaient vraiment sur l'écran et tout, donc moi ça m'a aussi marqué ce truc là, et donc voilà, je dirais Retour vers le futur 2 effectivement. Moi aussi j'ai vu le 2 en premier. Ah tu vois, ouais. Voilà. Quelle est la performance d'acteur qui vous a marqué? Quand c'est des acteurs de ouf, genre les Pacino, Dustin Hoffman, bien sûr. De Niro et compagnie, évidemment ça arrive régulièrement, mais j'ai pas un exemple en tête à te donner. Alors moi effectivement oui, c'est Christian Bale dans Le Machiniste qui m'a vraiment impressionné. Ah bah il est là le machiniste, voilà. Et oui, la perte de poids de Christian Bale qui était quand même très impressionnante dans ce film, d'autant qu'après il a enchaîné sur le tournage de Batman. Et bah là, il s'est musclé de fou. Donc c'est vrai que pour moi, Christian Bale, c'est vraiment une performance d'acteur assez impressionnante, je dois dire, qui m'a vraiment marqué. Je pensais même que c'était des effets spéciaux tellement il était aminci, vraiment tout chétif. C'était impressionnant. Il est incroyable aussi dans un film qui s'appelle Bad Times, moins connu, mais il est hallucinant. C'est une espèce de plongée dans la folie. Et c'est ce film-là. Ça, si vous l'avez pas vu, ça c'est génial. Ah, voilà. Voilà, c'est. Ah oui, ça me dit quelque chose de nom, mais je l'ai pas vu. Je pense pas l'avoir vu. Et là-dedans, il est incroyable. Vraiment, un pétage de câble. Voilà, c'est un petit conseil. Voilà, un conseil. Voilà, Bad Times, effectivement, ouais. Réalisé par le scénariste donc de Training Day et qui a fait d'autres super films, genre Fury avec Brad Pitt. Ouais, par exemple, qui était excellent aussi. End of Watch. Quel est votre film préféré? Alors ton film préféré? Mon film préféré, c'est Piège de cristal. Ah oui, Die Hard 1. Ouais, voilà, c'est le film que j'ai vu le plus de fois. John McTiernan. Exactement, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je connais tout par cœur, les plans, je connais les noms des terroristes. Je connais les... Hans Gruber. Oui, bien sûr. Avec Alan Rickman. Ouais. You don't work for Nakatomi. Je connais les filmographies des acteurs qui jouent les terroristes. Et c'est avec ce film aussi que j'ai tellement vu ce film que j'ai compris petit à petit ce qu'était la notion de mise en scène. Alors que j'étais gamin, j'ai dû voir ce film à partir de 8 ans, je pense. Et à force de voir ce film, j'ai vraiment compris comment on mettait en scène le sens du découpage, que ce soit une scène de dialogue ou une scène d'action. Comment on éclairait, enfin voilà, à force de voir ce film, j'ai compris la mise en scène. C'est vrai qu'à force de revoir un film, on comprend mieux les rouages d'un tournage ou des choses comme ça. C'est vrai que ça c'est. Même le découpage, le cadrage et tout. C'est un peu avec ce film que j'ai compris ce qu'était la mise en scène et que j'ai ensuite creusé le sujet. Voilà. Alors moi, mon film préféré, c'est tout simplement Fight Club. Welcome to Fight Club. C'est vraiment le film qui m'a... Donc il est pas si vieux, si j'ose dire, mais il m'a marqué en fait. Je me souviens encore, j'ai encore dans l'esprit la séance à laquelle j'ai assisté. Je n'avais absolument rien vu. Ça j'aime bien de temps en temps ne pas me spoiler ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant avec les réseaux sociaux. Et ce film-là, je n'ai rien vu du tout. Et j'y suis allé comme ça et je suis tombé sur le cul. En fait, c'est vraiment un film impressionnant. Au niveau de sa mise en scène aussi. Au niveau de ses effets qu'il peut y avoir,
c'est les poubelles derrière. D'accord, c'est les poubelles. Oui, au niveau de visuellement, c'est sûr que là, il y a vraiment quelque chose. Les acteurs sont quand même excellents. Et puis voilà, on joue sur la. C'est pas un film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu. Non. Pour le coup, c'était vraiment un film on n'avait jamais vu ça. Oui, on n'avait jamais vu ça. Et c'est ça qui. En fait, dans le classement de mes films préférés, il y a ça. En fait, il y a ce fait de se dire, on n'a jamais vu ça. En fait, il y a des trucs comme ça sortis de nulle part. Enfin, et voilà, Fight Club, ça m'a vraiment marqué mon esprit. Quel est votre BO préféré? Tu as d'ailleurs des soundtracks ou des BO J'ai un grand collectionneur de bandes originales, j'en ai vraiment beaucoup. Alors sur quel support du coup? En CD plus CD vinyle. Vinyle, tu fais du vinyle aussi? Ouais, parce que moi vinyle, j'adore aussi les vinyles forcément. Et puis j'adore aller à la rencontre des compositeurs, j'essaie de... Ah ouais? T'as déjà eu des compositeurs aussi qui sont venus dans le vidéoclub? Qui sont venus ici? Non, c'est moi qui vais les voir à des concerts ou des festivals ou des choses comme ça. D'accord. Oui, j'écoute beaucoup de musique du film. Après, mes BO préférés, en général, c'est celle de mes films préférés. Bien, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ça peut être Hit de Michael Mann, ou Il était une fois dans l'Ouest. Ennio Morricone. Ouais, ou même la musique de Piège de Cristal, que je connais vraiment par cœur. Bien sûr, Michael Kamen. Alors moi, en termes de BO, oui, ça peut correspondre aussi à quelques films préférés aussi. Alors moi, j'ai Wojciech Kilar pour Dracula, que j'ai vraiment adoré. Et puis j'adore aussi le compositeur Jerry Goldsmith, moi personnellement. Grand compositeur. C'est un grand compositeur qui est capable de varier vraiment ses soundtracks en fait de film en film. Ça peut être très très différent. Par exemple, il y a Hans Zimmer. Hans Zimmer, il a une signature sonore comme ça. Mais c'est vrai que Jerry Goldsmith, il va piocher un peu partout comme ça et il va faire des trucs incroyables. Il passe de Alien à Rambo, quoi. Exactement, Alien à Rambo, en passant par Gremlins, qui est encore totalement différent au niveau du son. Alors j'aime beaucoup aussi Total Recall. Ça fait partie aussi de mes BO préférés. J'adore ce soundtrack aussi. Quel acteur ou réalisateur aimerais-tu rencontrer? Moi, mes idoles un peu, c'est mes idoles d'enfance, c'est Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Je les ai croisés la plupart. Jean-Claude Van Damme, il est déjà venu ici? Non, ici non. Mais je l'ai croisé. Je l'ai croisé ailleurs. Mais j'aimerais bien qu'il vienne ici. J'aimerais bien le revoir. Je suis vraiment un fan de Jean-Claude Van Damme. Donc... oui, moi aussi. Moi aussi, j'aime bien aussi. J'adore le mec. J'adore. Oui, je trouve qu'il est. Il est simple en fait. Dans ce qu'il raconte, on se moque souvent de lui parce qu'il dit des trucs avec ses mots à lui. Mais en fait, il dit des trucs pas si bêtes. Faut juste traduire un petit peu. Faut décrypter. Oui, je suis d'accord. Il dit des choses très sensées en réalité. Et des fois c'est vrai, ça peut paraître lunaire, mais c'est pourtant quand on prend le recul et qu'on analyse un peu tout ça, il dit des choses vraies sur le fond, donc c'est intéressant. Voilà, donc tous ces mecs-là, j'aimerais bien Stallone, Schwarzenegger. Tous ces types-là, j'aimerais bien les rencontrer pour de vrai. Voilà. Pourquoi il y a frisson dans Carpenter? Alors quel est le film qui t'a le plus traumatisé étant enfant? Des films d'horreur, il y en a pas mal. Il y a The Thing de Carpenter. Quand on regarde ça quand on est gamin, ça c'est pas mal impactant. Oui, c'est pas mal impactant, ouais. La Mouche aussi, Cronenberg aussi. Ah bah bien sûr. Ça aussi c'est assez traumatisant. C'est des films de cette époque, des films d'horreur de cette époque qui étaient très organiques, très bizarres, des trucs un peu indescriptibles. En fait, ce qui fait le plus peur quand on est gamin, c'est des choses qu'on comprend pas forcément. C'est des choses on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Pas forcément des films gore, du coup, des films plus impactants aussi dans l'esprit. Psychologiquement, ça peut être ça aussi. Mais même des films comme La Mouche ou The Thing, c'est des trucs un peu bizarres, on comprend pas forcément ce qui se passe pour un gamin, donc c'est d'autant plus effrayant et ça fait cogiter. Ça fait cogiter, effectivement. Alors moi, le film le plus traumatisant que j'ai vu quand même assez sur le tard, c'était L'Exorciste. Quelle excellente journée pour un exorcisme. L'Exorciste, c'est vrai que ça m'a totalement traumatisé. J'avais déjà créé chez moi une petite salle de ciné avec un vidéoprojecteur à l'époque et tout ça. Et je m'étais fait ça, genre la séance à minuit. Mes parents étaient partis en vacances. J'ai regardé L'Exorciste, plongé dans mon truc avec le son et tout ça. J'ai eu du mal à dormir là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à dormir. On est parce que il y a un côté un peu comme ça, un peu réaliste si j'ose dire. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Donc ça m'a bien foutu les jetons. Puis après il y a d'autres films qui m'ont traumatisé comme Les Dents de la Mer, forcément. Ça c'est alors à tel point que j'ai mis très longtemps
en fait à nager dans la mer sans voir le fond et aller quand j'avais pas pied en fait. Enfin, mais même encore maintenant. Donc maintenant j'ai trouvé le subterfuge, le masque et le tuba et comme ça je vois un peu ce qui se passe. Mais ça c'est un film qui m'a vraiment traumatisé. Les Dents de la Mer, c'était quelque chose. Ça a marqué toute une d'impressionnant. ça, ouais. Et un peu. Oui, vas-y. Moi je disais, j'en vois un qui m'a marqué quand j'étais gamin. Vas-y. C'est un petit film d'horreur des années 80. Ah bah Blob, ouais. The Blob, mais ça aussi c'était bien violent, bien dégueulasse. Ouais. Le Blob. La terreur n'a pas de forme. C'était un remake d'un vieux film de science-fiction des années 50 dans lequel je jouais Steve McQueen. Pour le coup je trouve le remake meilleur. Et ça c'est un vrai bon film d'horreur, bien dégueulasse. Il y a encore des effets spéciaux au top parce que c'était pas de numérique, c'était pas des oui. C'était des vrais effets spéciaux organiques, matériels. Ce qui fait que du coup ça a très bien vieilli. Mais c'est ce qu'ils ont. Enfin, il y a un film là récemment qui est sorti avec les Terrifieurs où ils ont repris un peu l'esprit années 80, effets spéciaux à l'ancienne, gore. Qu'on a vu il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que ce film-là, j'ai trouvé dans l'idée. Quand on voit le making of et tout, c'est délirant quoi. C'est avec un peu l'esprit des maquillages à la Tom Savini et toutes choses comme ça. C'est vraiment sympa. Razorback aussi. Razorback. Fallait oser faire un film d'horreur avec un sanglier géant. C'est vrai. Mais c'est génial. Ça, c'est en plus visuellement, c'est une vraie claque. Ah oui, Razorback. Le mec a fait Highlander juste après, donc. C'est vrai. Ouais. Et moi, il y a un film aussi qui m'a un peu traumatisé aussi parce qu'encore une fois, je n'avais rien lu sur le scénario ni rien. Et le projet Blair Witch. Parce qu'en fait, on a longtemps joué. Est-ce que c'est un vrai film? Est-ce que c'est? Il y a eu cette petite anecdote là-dessus, et du coup c'est vrai que quand j'ai regardé ça avec le son pareil, il y a des scènes très sombres et tout ça, mais on entend beaucoup, si on a la bonne installation sonore, on entend les pas partout, ça court de partout, on sait pas trop ce qui se passe, on voit pas trop, c'est filmé comme ça à la va-vite, et ça a foutu aussi bien les jetons, je trouve. Bon voilà, après ça c'est mon avis personnel sur ce film là, mais Blair Witch, j'avoue que ça fait partie aussi des petits films sympas. Ça m'a marqué aussi. Alors du coup là, en cette période d'Halloween, quel film d'horreur tu pourrais nous conseiller ou Alors, hormis ceux dont on a parlé, j'en vois un. Alors, c'est pas vraiment un film d'horreur, enfin, c'est un film vraiment étrange qui mérite d'être vu. C'est celui-là. Génération Proteus. C'est un film de science-fiction des années 70 dans lequel Julie Christie est engrossée par un robot. Mais c'est vraiment dingue comme film. Ça surfait un peu sur le succès de 2001, l'Odyssée de l'espace, les films un peu sur l'intelligence artificielle, sur ses dangers. Et c'est un vrai film sérieux, c'est pas une série B délirante, un film qui met bien mal à l'aise. Voilà, Génération Proteus, un film à découvrir. Ça c'est un vrai petit conseil dans les vidéoclubs. Si vous voulez vous amuser, il y a Sharknado. C'est un délire différent. Voilà, délire entre potes, ça c'est rigolo. Voilà, c'était juste pour conseiller ça. Mais... Ok, j'en vois un là que t'as mis un peu en exergue. Hop là, Midsommar. Ah oui, très bien ça. Ah ouais, ça j'ai adoré aussi Midsommar. Ça c'est des films qui vont vraiment encore dans un autre registre d'ailleurs de l'horreur, mais qui m'ont vraiment moi marqué effectivement. Ouais, ça aussi, ça c'est. Ah oui, Mr Badagouk, ça exact. Ça j'ai vu ça au cinéma, ça m'a bien terrifié. Hein. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Amène-moi l'enfant. Oh, il y a un petit cimetière aussi là. Oui, j'ai vu. Voilà, ça aussi, ça c'est un classique aussi, ça j'adore aussi, cimetière, magnifique aussi. D'ailleurs, avec un très bon soundtrack aussi, d'Elliot Goldenthal. Très sous-estimé lui aussi. Très sous-estimé, Il avait fait Hit notamment. Hop. Voilà, après là il y en a. Oui, là t'as Amityville. T'as de quoi faire, les Amityville, surtout le premier et le 2. Qui sont vraiment particuliers. Citadel par exemple, c'est excellent Citadel. Ah Citadel, je connais pas ça. Ça me dit quelque chose ça, mais je connais pas. C'est un film très angoissant, très anxiogène qui évoque pas mal certains films de Polanski. Ah ouais. Des films comme Répulsion. D'accord, ok. Ça parle aussi de paranoïa, donc c'est très très bien ça. L'Orphelinat, très bien. L'Orphelinat, les autres, Ça c'est un film qu'on loue assez régulièrement. L'Orphelinat. Ouais, ça marche bien. On le conseille souvent. Il se loue assez en souvent. THX celui-là, tiens.
une Ouais, particularité. c'est bizarre, oui. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Mais donc ça marche bien. Les Del Toro aussi, Guillermo Del Toro. Ouais, Il a fait des films. Lui, ça se loue souvent. ouais. Mais moins connu dans sa filmographie. Les un film Mimiques. que j'adore, Mimique. Ouais, moi aussi j'aime bien Mimique. C'était sa première commande à Hollywood. Je crois qu'il n'en a pas un super souvenir. Ouais. Mais moi, j'adore ce film. Mimique, ouais, c'est vraiment sympa. Et ça m'avait marqué aussi quand j'étais gamin. Un film d'horreur avec des espèces d'insectes humanoïdes dans le Ouais, métro. c'est ça, ouais. Voilà, pareil, c'est le genre de trucs un peu bizarres, façon La Mouche ou The Thing. Ouais, c'est un peu dans cet esprit, ouais. Bah d'ailleurs, David Cronenberg a dit intense, intelligent et brillamment réalisé. David Cronenberg. Voilà. Tout est dit. J'avais même pas vu. Voilà. Mimique à voir. Est-ce que tu as des films de la Hammer? On en a quelques-uns là-haut. On en a pas beaucoup par rapport à l'énorme production de la Hammer. On en a peu. On en a une petite dizaine. Tous les films de Christopher Lee, les films de Terence Fisher. Voilà, on en a quelques-uns. Frankenstein s'est échappé. Frankenstein s'est échappé avec Peter Cushing. La fille de Jack l'Éventreur, le cirque des vampires. Magnifique tout ça. Château de Frankenstein, l'empreinte de Dracula, Dracula et les femmes. Ouais. La momie. Dracula, prince des ténèbres, tu l'as pas celui-là. Eh ben, non, parce qu'il est sorti en zone 1. Et ça, c'était à l'époque, j'avais pris ça en zone 1 parce qu'il n'était jamais sorti en zone 2. D'ailleurs, je crois qu'il y a un coffret Hammer qui va ressortir en Blu-ray là, sous peu, où il y aura donc le Dracula, prince des ténèbres, le fameux. C'est le premier film de Christopher Lee en Dracula. Qui est vraiment impressionnant avec ses yeux injectés de sang. Et c'est encore une autre catégorie d'horreur d'ailleurs, là on est sur l'épouvante. C'est gothique un petit peu. Ouais, gothique avec un aspect esthétique. J'ai beaucoup aimé aussi, tu parlais des cinémas italiens, il y a aussi le Masque du démon de Mario Bava par exemple. J'adore Mario Bava, Dario Argento, voilà. Tout ça, moi j'adore. On n'a pas un grand rayon Mario. Et ça c'est moi c'est mon père qui m'a fait découvrir tout ça en fait. Ça c'était vraiment quelque chose. Masque du démon, Masque du démon, ça c'était quelque chose ça aussi. Moi dans ceux qui m'ont marqué, il y a Candyman aussi. Ah, Candyman, oui, bien sûr. Candyman. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur jamais fait, c'est Candyman, c'est celui-là. Ouais, Candyman, il y a une ambiance aussi là-dessus. Il y a une ambiance, puis c'est un boogeyman assez original. Enfin, c'est pas un truc genre Michael Myers ou Jason Voorhees, c'est vraiment un espèce de film d'horreur, le Psy en fait. Ouais. Psy. Avec Virginia Madsen, la sœur de Michael Madsen. Et ça aussi Hellraiser, le premier. Aussi. Hellraiser, aussi. Traumatisant quand on voit sa gamin. Hellraiser, le premier. Le 2 aussi était bien. Ouais, bien sûr. Et Cabal aussi, j'avais beaucoup aimé Cabal. Le titre en anglais, c'est. C'est Cabal, je crois. Tu l'as, Cabal? Ah oui, voilà. Ah non, c'est Nightbreed. Oui, Nightbreed, voilà. Nightbreed. Avant même que vous ne sachiez ce qui se passe, là-bas, quelque chose se reproduit. il est déjà trop tard. On ne descend pas! Ah, ça j'ai vraiment beaucoup aimé de Clive Barker aussi. Ça c'est un excellent film aussi. Je trouve il y a un climat, un esthétique dans le film. Et puis la BO est de Danny Elfman qui est absolument magnifique aussi. Tout un univers de freaks en fait. Moi ça m'avait moins marqué parce que je l'ai découvert plus tard. Tu l'as découvert plus tard? J'avais découvert quand j'étais gamin, ça m'aurait marqué, mais je l'ai vu plus tard celui-là. Ok. Allez, on a la chance et l'extrême privilège de pouvoir descendre dans les coulisses de ce vidéoclub. Et là, vous allez voir la réserve en bas, parce que le haut est déjà impressionnant. Mais en bas, je vous raconte pas aussi tout ce qu'il y a. Donc venez, on va regarder tout ça ensemble. Il y a déjà un petit Starship Trooper, là, par exemple. Hop, il y a 2 éditions de Starship Trooper. Ici, voilà, regardez déjà tout ce que vous avez là déjà en arrivant. Dans cette petite caverne d'Ali Baba. Donc voilà, là c'est quand même très très sympa. Regardez-moi tout ce qu'il y a du choix, hein. Donc il y a beaucoup de DVD, hein. Bien, c'est la principale attraction, on va dire ici. Il y a un nombre de DVD absolument fantastique. Donc regardez tous ces trucs là, c'est absolument fabuleux. Voilà, on a quelques petits films d'horreur ici. Vous voyez, il y a plusieurs fois les mêmes films forcément pour les locations et également pour les ventes. Hein, parce que donc on peut louer aussi bien que acheter finalement, et à chaque fois il rachète forcément le film qu'il a vendu donc directement. Voilà, vous avez également de la BO ici, oui, il y a un peu de BO ici là, je vois. Vous avez il y a toujours des DVD, il y en a partout, c'est absolument impressionnant. On va essayer d'avancer un tout petit peu dans la caverne.
hop, en immersion. Regardez ça, c'est quand même incroyable d'être là et de pouvoir voir les coulisses d'un vidéoclub, surtout en 2023, l'un des derniers survivants des vidéoclubs. Il n'y en a plus que 2 sur Paris déjà. Bah écoutez, voilà, regardez-moi tout ça. Tout est rangé. Alors imaginez quand il faut retrouver un film, hein, il l'a classé dans un ordre, je ne sais pas comment. Mais bon, c'est fabuleux de voir tout ça. Regardez. Hop. Tout ce qu'il y a là encore. Il y en a partout. Il y en a partout des piles. Alors il y a du Blu-ray également ici. On peut voir. Là il y a du Blu-ray aussi. Il m'a dit qu'il avait aussi des VHS. Voilà, on progresse à l'intérieur de cette réserve. Voilà. Là encore du DVD. Et donc il y a du jeu vidéo également ici. Hein. Et puis bah, vous avez aussi des coffrets, des séries, parce qu'il peut louer aussi la série aussi. Ça c'est quand même incroyable, des séries de films. Donc ça on peut, ouais, il y a tout ça, The Shield, Starsky Hutch qui est là, Stanfield, Tunnel, Smallville. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. C'est impressionnant. Voilà, les coulisses donc du vidéoclub, toute la réserve en fait, impressionnant hein, sincèrement. Voilà, il y a même un petit slip YOLO là qui traîne, on va le ranger. Fantastique de voir tout ça, beaucoup de chance de pouvoir être ici aujourd'hui et pouvoir filmer, voilà, un des derniers survivants des vidéoclubs. Et voilà, de retour dans la salle pour conclure cette émission. Et remercier encore une nouvelle fois JM Vidéo au travers de ces artisans qui font vivre encore le support physique. Voilà, donc j'étais accompagné de Jonathan, on a aperçu également Nino, mais il y a encore d'autres personnes évidemment qui œuvrent dans ce vidéoclub. Ils étaient tout simplement 5000 encore au début des années 2000. Ils ne sont malheureusement plus qu'une poignée encore existant en France. Je crois qu'il y en a plus que 6 qui survivent. Donc vous en avez 2 sur Paris, vous en avez un à Marseille, un à Bordeaux, un à Savigny-sur-Orge, le dernier Vidéo Futur qui est encore là-bas. Voilà, c'est absolument incroyable. Donc si vous êtes dans ces régions et dans ces villes, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire perdurer ces vidéoclubs parce que voilà, c'est quand même pour le support physique, c'est quand même extrêmement important, pour le cinéma aussi, hein, faire vivre les supports à travers tous les échanges que l'on peut avoir dans le vidéoclub, tout le partage que l'on peut avoir aussi dans les vidéoclubs, c'est quand même super important. On avait au début, on était à la cassette, on avait ces fameuses cassettes qui étaient donc en location ici, et puis maintenant voilà, le DVD lui existe toujours, il est toujours là en fait dans les vidéoclubs, on peut toujours les louer évidemment, mais pas que, hein, parce que les vidéoclubs ont su un petit peu évoluer aussi en se mettant à la page avec le Blu-ray et aussi le 4K. Et vous savez que le streaming à travers Netflix, Prime et autres n'est pas totalement à la hauteur de ce que l'on peut avoir à travers vraiment ces supports physiques en 4K notamment. On a évidemment des qualités d'image quand même extraordinaires, je ne vais pas dire le contraire, mais bon, c'est vrai que lorsque vous avez l'installation, écoutez, quand vous mettez un vrai 4K, vous allez voir que la différence elle est quand même un petit peu là, voilà, au niveau du contraste, des couleurs, de la luminosité, du grain d'image, etc. On y gagne au niveau de la fluidité aussi, donc voilà. Donc d'où l'intérêt de faire perdurer, si je puis dire, ces films au travers de ces quelques rares vidéoclubs qui subsistent. Et puis j'en ai profité aussi pour lui acheter donc ce petit DVD ici, Génération Vidéoclub. Comment ne pas acheter ce DVD dans ce lieu mythique de chez JM Vidéo? Bah oui, donc je lui ai acheté ce petit DVD, ça m'a fait plaisir. Et puis en plus, voilà, je lui ai demandé une petite dédicace, un petit souvenir de mon passage. Donc voilà, donc je suis très heureux. Donc je le remercie Jonathan encore une fois de son accueil et de sa disponibilité pour pouvoir vous faire montrer un petit peu les coulisses de ce mythique vidéoclub sur Paris. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre expérience et votre retour sur les vidéoclubs, expérience passée ou présente, si vous vous trouvez
près d'un endroit où il y a encore un survivant vidéoclub en place dans les villes que je vous ai citées précédemment. Si vous êtes aussi client chez JM Vidéo, venez me voir aussi dans les commentaires et dites-moi votre expérience, votre retour, ça m'intéresse fortement. Donc voilà, moi je continuerai de faire vivre ce support physique à travers mes vidéos, évidemment, comme vous le savez, voilà, je mettrai toute mon énergie et ma verve sur le sujet et je continuerai d'aller voir les vidéoclubs si l'occasion se présente, évidemment. Voilà, donc encore une fois, merci de m'avoir suivi, le petit pouce si ça vous a fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour des vidéos Halloween. Ciao! Alors, est-ce qu'il y a des personnalités ou des acteurs? Oui, on va attendre. Ouais. Là, ils sont arrêtés pile, ils sont sympas.